Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. Cela m'inquiétait qu'il y ait quelque chose dans la grange qui puisse faire du mal à mes animaux ou puisse les effrayer. C'est inquiétant de se dire qu'il se passe quelque chose que les animaux perçoivent alors qu'on ne voit rien. J'ai vu quelque chose dans le fond, une ombre. Les yeux brillaient d'une sorte de lueur rouge. Immédiatement, j'ai été prise de terreur. J'arrête. C'est toi qui as fait ça. Non. C'est forcément toi. Barkhamsted, un petit village tranquille de 3600 habitants situé dans l'état du Connecticut. L'endroit idéal pour Donna Santos et ses animaux. J'ai tout de suite eu le coup de foudre pour la maison. Je trouvais qu'elle serait parfaite pour nous. Il y avait une grange pour les chevaux, un grand terrain pour les chiens, tout le monde aurait de la place. Ma mère était absolument enchantée d'avoir trouvé cette maison. Elle avait hâte d'emménager. Mon père, lui, était plus réservé parce qu'elle était immense et qu'il y avait beaucoup de terrain. Je l'avais vue en photo sur Internet et la taille me faisait un peu peur, mais quand nous sommes venus la visiter, nous avons tous les deux craqué. Quand il l'a vue, il a eu le coup de foudre lui aussi. Ils étaient ravis. Mon mari, moi et nos 2 enfants sommes temporairement venus habiter avec mes parents. Dans la famille, nous adorons les animaux. Nous en avons toujours recueilli beaucoup. Nous en avons sauvé beaucoup. Alors c'était normal d'avoir notre petite arche de Noé ici. Je collectionne les animaux. Bonne nuit, Switch. Je ne le fais pas exprès pourtant. J'ai recueilli un bébé tortue, nous avons sauvé un bébé écureuil. Nous avons même recueilli 2 gamins qui avaient besoin d'un endroit où habiter pendant 1 an ou 2. C'est ma mission. Quand nous avons emménagé, je trouvais la maison vide. Je trouvais qu'elle manquait de vie. Nous l'avons rapidement bien remplie. Mais avec le recul, je me dis qu'elle n'était peut-être pas si vite que ça. Très rapidement, j'ai remarqué qu'il se passait tout un tas de petites choses que je ne m'expliquais pas. Je sentais une odeur de tabac à pipe, comme si quelqu'un fumait à côté de moi sur le canapé, alors que j'étais seule à la maison. J'entendais des bruits de pas traverser les murs. C'est peu de temps après que mes animaux ont commencé à être affectés par ce qui se passait. En arrivant ici, je ne croyais pas à toutes ces choses. Pour moi, c'était juste une vieille maison. Je travaille dans l'aérospatial et mon métier, c'est justement d'expliquer et de comprendre comment les choses fonctionnent exactement. Mon père n'y croyait pas du tout au début. C'est quelqu'un qui aime que les choses s'expliquent de façon logique et rationnelle. Alors, chaque fois qu'on lui parlait d'un bruit bizarre, il trouvait toujours une explication à ces phénomènes. En arrivant dans la maison, nous avions 2 chats, Mika et Mitzi.
Mitzi avait toujours été instable et capricieuse, mais dès que nous avons emménagé ici, elle s'est réfugiée au grenier. Et elle n'a plus voulu en descendre. Au début, je me suis dit que c'était le temps qu'elle s'acclimate à la nouvelle maison, mais pas du tout. Elle ne voulait pas redescendre. Il a fallu lui apporter son eau et sa nourriture là-haut. Sa personnalité a changé de façon radicale. Je me suis dit que si elle était bien là-haut, elle n'avait qu'à y rester. La porte était ouverte, elle pouvait redescendre quand elle le voulait. Mais non. Un soir, j'étais seule à la maison. Mon mari était en voyage d'affaires. Ma fille et son mari étaient chez des amis. Je me suis levée au milieu de la nuit et le bol du chat avait changé de place dans les escaliers. Je savais que ce n'étaient pas les enfants qui avaient fait ça, c'était forcément quelqu'un d'autre. Au début, j'ai trouvé ça bizarre et j'ai cru que c'était ma mère qui nous faisait une blague. Mais ça s'est produit plusieurs fois et c'est devenu effrayant parce qu'on voyait clairement sur son visage qu'elle était sûre que c'était nous. Je leur ai dit d'arrêter, mais ils m'ont soutenu qu'il n'y était pour rien. J'ai pensé que c'était mon mari, mais il m'a affirmé qu'il n'y avait pas touché. Ce n'était pas le chat puisqu'il n'y avait pas d'eau renversée et pourtant le bol montait de 2 marches tous les soirs. J'ai commencé à penser que l'explication dépassait le cadre du normal. On essayait de trouver une explication, mais on n'y arrivait pas. Alors forcément, on s'accusait les uns les autres. C'est toi qui bouges le bol du chat. Non, c'est toi. Mais ce n'était pas le cas. Personne ne le touchait. Il bougeait tout seul. Par moments, j'avais l'impression de perdre la tête. Je ne savais plus si c'était vrai ou si je l'imaginais. Le jour où la chatte est morte, le bol a arrêté de bouger. J'ai laissé le bol dans le grenier pendant des jours pour voir s'il bougeait, et ça ne s'est jamais reproduit. Donna décide de ne pas se focaliser sur ces étranges événements et se consacre aux travaux qu'elle a entrepris dans la maison. Mais ce qu'elle ne peut pas ignorer, c'est le changement de comportement de sa chienne Vera. Nous avons eu une Rottweiler ici pendant un moment. Elle s'appelait Vera et c'était une chienne tout à fait normale. On jouait à la balle avec elle, elle nous prenait la main dans la gueule pour nous emmener, elle était intelligente. Et puis nous avons remarqué que par moments elle se mettait dans un coin et elle fixait quelque chose de l'autre côté de la pièce alors qu'il n'y avait rien. C'était un peu bizarre. J'ai pensé qu'elle entendait peut-être des mulots dans le mur. Je ne sais pas ce que c'était, mais elle semblait percevoir des choses. Un jour, elle était couchée dans la cuisine près de la cheminée. Elle s'est redressée d'un coup et on aurait dit qu'elle suivait des yeux quelque chose qui volait dans la pièce. Elle l'a suivie hors de la cuisine, elle a tourné et elle est partie en courant dans le salon. Et puis elle s'est ruée vers la porte de la salle à manger qui était fermée et elle s'est arrêtée. Elle tremblait comme une feuille, elle avait les oreilles en arrière, mais elle ne bougeait pas. Je lui ai ouvert la porte, mais elle n'a pas voulu entrer. Je ne sais pas ce que c'était, je n'ai rien vu. Mais elle semblait vraiment convaincue qu'il y avait quelque chose. C'était bizarre parce que c'était la première fois qu'elle se comportait comme ça. Je me suis posé des questions sur ce qui se passait et sur ce qui l'avait poussée à réagir comme ça. Il m'arrivait de vouloir lui donner une friandise et elle me lançait un regard comme pour dire « ne t'approche pas ». Nous avions face à nous 60 kilos de muscles qui grognaient et vous montraient de beaux crocs blancs bien acérés. Cela devenait dangereux. J'étais inquiète pour la sécurité de ma famille. Il y a même une fois où elle a couru à toute allure vers le mur pour chasser quelque chose d'invisible. Elle voulait tellement rattraper ce qu'elle pourchassait qu'elle n'a pas pu s'arrêter. Inquiète pour le bien-être de sa famille et celui de la chienne, Donna se voit dans l'obligation de se séparer de Vera. Dès qu'elle a quitté la maison, la chienne retrouve son comportement normal. En très peu de temps, nous sommes passés de « je me sens bien ici, j'adore cette maison » à « il se passe quelque chose et je ne sais pas quoi ». C'est angoissant de se dire qu'il se passe des choses que les animaux perçoivent mais que nous ne voyons pas. Je suis de ceux qui ne croient que ce qu'ils voient. Alors même si la chienne se comportait bizarrement, je n'étais pas convaincu. Les animaux n'étant plus là, les phénomènes inhabituels se font plus rares. C'est alors que Donna installe dans la grange plusieurs chevaux qu'elle a recueillis.
Nous avions acheté une maison assez grande pour pouvoir accueillir des chevaux qui avaient été maltraités, abandonnés ou négligés. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point les chevaux seraient heureux ici. Ils en profitaient à fond et je crois qu'ils étaient soulagés d'avoir enfin trouvé un endroit comme celui-ci. 2 ou 3 mois après ça, tous les chevaux ont commencé à se comporter de façon bizarre. Un matin, je suis allée à l'écurie pour les nourrir et ils avaient tous changé de box. Quelqu'un les avait déplacés pendant la nuit. La première fois, je me suis dit que j'avais dû me tromper et que je n'avais pas fait attention et que je devais être pressée. La fois suivante, j'étais vraiment déconcertée parce que j'étais sûre d'avoir bien fermé les portes. Il y a 2 loquets sur chaque porte, plus une chaîne avec un mousqueton. Les loquets qu'elle a mis sur les portes des box sont retenus par une chaîne pour que les chevaux ne puissent pas les défaire. Pourtant, les chevaux changeaient de box et les portes restaient fermées et cadenassées. Les chevaux sont très bien dressés de ce côté-là. Ils savent quel box est le leur. Inutile de leur montrer. Pourtant, à plusieurs reprises en ouvrant l'écurie le matin, ils avaient changé de box. C'était bizarre. C'était difficile d'expliquer ce qui avait bien pu se passer. Mon amie Laura m'avait laissé son cheval en pension pendant quelque temps. Nous avons cru que des gens s'introduisaient dans l'écurie parce que ça se produisait quasiment tous les jours. Un cheval, ça peut très facilement se blesser. J'en ai vu certains se blesser grièvement, même dans leur box. Imaginez si on les laisse se promener à leur guise dans la grange avec des fourches et des couteaux partout, c'est jouer avec le feu. J'étais très inquiète parce qu'un des chevaux est aveugle et j'avais peur qu'il se blesse en se retrouvant dans une situation inconnue. Moi, je pensais que quelqu'un arrivait à s'introduire dans la grange. Ce dont j'avais peur, c'était plutôt qu'il y ait un accident, un incendie, n'importe quoi, parce que nous n'aurions jamais pu intervenir à temps. J'ai placé une bande de ruban adhésif sur la porte en me disant que si quelqu'un entrait, il briserait le ruban. La bande est restée intacte. J'ai placé du fil en travers de la seule fenêtre qui donnait sur l'intérieur en me disant que si quelqu'un décidait de passer par là, il briserait le fil. Le fil n'a pas bougé. Nous avions beau chercher une explication, il n'y en avait pas. Plusieurs semaines durant, les chevaux changent régulièrement de box pendant la nuit. Donna est désemparée. Elle décide alors d'appeler la police. La police est venue 2 fois. Ils ont surveillé la grange toute la nuit sans ne jamais voir personne. Et pourtant, au matin, les chevaux avaient encore changé de place. Les portes étaient fermées, les chaînes et les mousquetons étaient intacts. Les policiers ne savaient pas quoi en penser. Ils ont supposé que quelqu'un était entré par la fenêtre de derrière. Mais comment? Il y a 200 hectares de forêt derrière. Impossible de la traverser la nuit. Le policier m'a dit « Je ne sais pas quoi vous dire, madame ». C'était dur d'entendre de la bouche même des policiers qui avaient passé la nuit là qu'ils n'avaient rien vu, qu'il n'y avait pas eu de lumière et que rien n'avait bougé, alors que les chevaux avaient encore changé de place. C'était vraiment inquiétant parce qu'on était maintenant sûr que personne ne s'introduisait dans la grange. C'était autre chose. Rien n'expliquait comment les chevaux pouvaient changer de box. Ils ne pouvaient pas sauter par-dessus les cloisons, ils ne pouvaient pas défaire les loquets, ce n'était pas possible. À plusieurs reprises, nous avions entendu des bruits de pas dans le fenil. Nous montions voir, mais il n'y avait jamais personne, pas même une poule. Il était complètement vide. Et pourtant, on entendait quelqu'un courir. En recoupant tous les éléments, j'ai commencé à croire que ça ne pouvait pas être des personnes de chair et de sang. C'est impossible d'entrer dans la grange. Ce n'était pas logique. C'était l'hiver et l'écurie était très froide. Il devait faire pas loin de 0. Je suis sortie nourrir les chevaux, il faisait déjà nuit.
J'ignorais ce que c'était, mais je voyais bien que quelque chose avait effrayé les chevaux. Ils étaient tous en nage, ce qui indiquait qu'ils avaient certainement beaucoup piétiné. J'ai fouillé les écuries, mais je n'ai rien vu. Pourtant, ils voulaient tous sortir de la grange. Je ne savais pas ce qui avait bien pu se passer. Je ne trouvais pas d'explication logique, mais quelque chose les avait dérangés. Je suis montée au fenil pour y prendre un peu de fourrage. C'était plongé dans l'obscurité et je regardais sur ma droite quand quelque chose s'est détaché de l'ombre. Quelque chose qui devait mesurer 1,50 m et qui s'est mis à traverser le fenil. Il traînait des pieds, presque comme s'il avait du mal à avancer. Il était tout voûté et il avait les bras, enfin si on peut appeler ça des bras, qui pendaient. Il s'est avancé jusqu'au milieu du fenil. Là, il a ralenti et il s'est tourné vers moi. Je ne voyais pas de visage, mais j'ai vu des yeux et ils brillaient d'une sorte de lueur rouge. J'ai senti les poils se dresser sur mes bras. J'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. J'avais du mal à respirer, il fallait vite que je sorte de là. Quand elle est arrivée à la maison, elle était terrifiée. Elle a eu très peur. Je n'ai rien vécu de ce genre moi-même. Mais je sais que pendant un long moment après ça, elle ne voulait plus y retourner toute seule. Je crois que Donna est un peu plus ouverte à tout ça que moi, et ça a provoqué une certaine tension entre nous deux. Je sais qu'il y avait quelque chose, et ça m'a effrayée au plus haut point. Je voyais bien que ce n'était pas que la maison qui était hantée. L'écurie l'était sûrement aussi. Cela m'inquiétait qu'il y ait quelque chose dans la grange qui puisse faire du mal à mes animaux ou puisse les effrayer. Je ne savais pas si ces choses-là se produisaient aussi lorsque nous n'étions pas là. Si c'était pour ça que souvent le matin, je trouvais les chevaux agités, c'est impossible de maîtriser quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment savoir ce qui se passait quand nous n'étions pas là ? On ne peut pas recueillir un animal pour ensuite le placer dans une situation qui est potentiellement dangereuse pour lui. Je ne veux pas l'accepter. Dans l'écurie, les phénomènes se sont accentués. Un soir, mon amie Laura et moi-même étions dans l'écurie. Nous nettoyions les boxes et nous donnions à manger et à boire aux chevaux. Quand elle a senti une odeur de fumée, on aurait dit qu'il y avait de la fumée dans l'écurie et je sentais ce qui ressemblait à une odeur de bois qui brûle. Laura fait partie des pompiers. Elle sait donc parfaitement ce qu'il faut faire lorsqu'on soupçonne un début d'incendie. J'ai regardé partout, dans tous les recoins, et je n'ai pas trouvé d'où ça provenait. Ça commençait à m'inquiéter. Elle est sortie voir à l'extérieur, mais plus d'odeur. Elle a fait le tour pour vérifier que personne n'ait allumé de barbecue, puis nous sommes retournés à l'intérieur où l'odeur était toujours présente. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est que je voyais une sorte de brume à l'intérieur de l'écurie. J'ai continué à chercher partout, mais je ne trouvais pas l'origine de la fumée, et j'ai commencé à paniquer. Lorsque je suis arrivé sur place, il y avait deux femmes à l'extérieur de l'écurie qui nous ont toutes les deux affirmé avoir senti une odeur de fumée. Nous étions déjà venus une fois pour un incendie dans le garage. Alors, lorsque nous avons reçu leur appel, nous pensions vraiment avoir affaire à un incendie. Ils sont arrivés dans 2 camions-citernes. Le chef s'est approché avec un détecteur de fumée. J'ai fait un tour de l'écurie. Je me suis assuré que le courant ait été coupé. Nous avons ensuite jeté un coup d'œil aux installations électriques et à tous les endroits qui pouvaient être source de chaleur. Ils ont fait le tour de l'écurie, ils ont examiné tous les murs, le plafond, ils sont montés dans le fenil, ils ont examiné le plancher du fenil et le toit de la grange. Ils ont aussi fait le tour de tous les murs extérieurs. Rien du tout. Mais ils étaient d'accord qu'il y avait une légère odeur, un résidu de fumée.
Il y avait une odeur de fumée dans la grange, mais nous ne pouvons pas compter sur nos 5 sens pour repérer un incendie. C'est pour cela que nous avons du matériel. Les pompiers étaient là lorsque je suis arrivé, alors j'ai couru jusqu'à la grange, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient trouvé aucune trace d'un éventuel incendie. Il n'y avait pas de source de chaleur. Nous avons véritablement fait chou blanc. À partir de là, je pense que j'ai su que ce qui se passait dans l'écurie était d'origine paranormale. Ça n'avait rien à voir avec des personnes en vie autour de nous. J'ai alors décidé de m'intéresser de plus près au passé de la maison. En ville, Donna trouve un vieux livre d'histoire sur Barkhamsted. C'est alors qu'elle apprend qu'à l'endroit exact où se trouve la grange qui abrite ses chevaux, une grange a été détruite par un incendie en 1923. Il y avait eu un incendie ici. La grange avait été détruite par les flammes en 1923. Les fondations étaient toujours là puisqu'on trouvait parfois des bouts de bois calcinés lorsque les chevaux grattaient la terre. De toute évidence, beaucoup de choses avaient été détruites à cette occasion. Forcément, j'ai été tentée de faire le lien avec l'odeur de fumée dans les écuries, mais je ne savais pas si c'était à cause de l'incendie directement ou si quelqu'un essayait de me rappeler qu'il y avait eu un incendie. Je ne savais pas si des personnes ou des animaux y avaient perdu la vie. C'était peut-être pour cela que j'avais vu cette chose dans le fenil. Il faisait sombre. C'était peut-être quelqu'un qui était mort brûlé. Sachant qu'il y avait déjà eu un incendie à cet endroit précis, j'ai vraiment pris conscience du risque qu'il y avait que la grange prenne feu et que les animaux se retrouvent coincés à l'intérieur, sans que je ne m'en rende compte. Ils sont sous ma responsabilité et j'avais l'impression de les laisser tomber parce que je ne pouvais rien faire pour améliorer leur situation. Je me sentais impuissante, c'était horrible. J'étais à bout de nerfs, je ne savais pas quoi faire. La famille a perdu son chat, a dû se séparer de son chien, et les phénomènes inexpliqués se sont désormais étendus à la grange. Ma fille était terrifiée. Nous avions des enfants qui vivaient dans cette maison et je ne voulais pas qu'ils soient effrayés à l'idée d'aller se coucher le soir. On se sent toujours responsable de ce qui peut arriver aux enfants. Ils comptaient sur moi pour trouver une solution, mais je ne pouvais rien faire du tout. C'en était trop et j'ai décidé qu'il était temps d'appeler quelqu'un à l'aide. Donna nous a dit qu'il se passait des choses inexpliquées chez elle. John Zontock est le directeur de la Société paranormale du Connecticut du Nord-Ouest. Il enquête sur les phénomènes inexpliqués de hantise depuis plus de 10 ans. Nous avons procédé à environ 200 enquêtes dans les habitations et je dirais que dans environ 8% des cas, nous avons enregistré des phénomènes inexplicables. John est venu et je lui ai dit tout ce qui se passait et que je voulais agir parce que toute ma famille était terrifiée. Elle m'a dit que les chevaux changeaient de box, que souvent, lorsqu'elle venait les voir le matin, ils étaient couverts de sueur. J'ai toujours entendu parler de la façon dont les animaux réagissent à des choses invisibles. Il y avait quelque chose qui effrayait ces chevaux et qui les changeait de box. Nous voulions faire notre possible pour l'aider à comprendre ce qui se passait. Nous avons mené une enquête complète pendant environ 8 heures. Nous avons installé 4 caméras infrarouges pour la vision de nuit. 2 dans le fenil et 2 en bas avec les chevaux. Nous étions à l'extérieur de la grange, tandis qu'Amanda, l'une des enquêtrices, était seule dans le fenil en train de faire une séance de PVE. PVE signifie phénomène de voix électroniques. Les PVE sont des sons enregistrés, généralement considérés comme émanant du monde des esprits. J'ai eu une sensation très bizarre en entrant dans la grange pour la première fois. Il y avait une lourdeur dans l'air, comme si quelque chose clochait quelque part. Les animaux semblaient ressentir la même chose. J'ai entendu des bruits de pas dans le fenil. J'ai grimpé les escaliers et j'ai aperçu quelque chose dans le coin au fond, une sorte d'ombre qui a disparu aussitôt. Je me suis dit que c'était sûrement une illusion d'optique.
Et puis tout à coup, j'ai entendu un gros bruit au rez-de-chaussée et j'ai entendu les chevaux ruer dans la porte de leur box, piétiner sur place et secouer la tête. En gros, se comporter de façon anormale. Je suis descendue et du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose passer devant la fenêtre du fond, à l'extérieur. Ce n'était pas une forme précise, juste une ombre qui passait. Il n'y avait pas de couleur, rien. Les chevaux étaient paniqués. J'ai pensé que c'était peut-être mon père ou l'un des autres enquêteurs. Alors je suis sortie faire le tour de la grange, mais il faisait nuit noire et on n'y voyait rien. Je suis retournée dans le fenil à toute vitesse et je me suis mise à poser des questions. Tout à coup, j'ai entendu les chevaux donner des coups de sabot dans leur box. Alors j'ai demandé, c'est vous qui avez fait peur aux chevaux? C'est vous qui avez fait peur aux chevaux? Les histoires des témoins de l'étrange. À quelques kilomètres à peine de Barkhamsted, à Toland, dans le Connecticut, se trouve la ferme de Daniel Benton, construite en 1720 et connue pour ses phénomènes paranormaux. La légende raconte que le fantôme d'un soldat de la guerre d'indépendance américaine hante les lieux. Cette photographie, prise par la Société paranormale du Connecticut du Nord-Ouest, montre ce que le groupe pense être l'apparition du soldat. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous étions à l'extérieur de la grange, tandis qu'Amanda, l'une des enquêtrices, était seule dans le fenil à faire une séance de PVE. Lorsque nous avons écouté les enregistrements, nous avons été étonnés des voix que nous avions captées. C'est vous qui avez fait peur aux chevaux? On entend ce murmure très clair qui dit « N'ayez pas peur ». C'est vous qui avez fait peur aux chevaux? Ça m'a fait bizarre, comme si je n'avais rien à faire dans ce fenil. Je suis retournée voir les autres enquêteurs et je leur ai raconté. Ils étaient tous secoués, et moi aussi. Après ça, les événements bizarres se sont succédés dans la grange, une chose après l'autre. Nous enregistrions des PVE, il se passait des choses étranges. Nous avons capté plusieurs PVE que nous n'avons pas pu expliquer. Vous êtes là? Quel est votre nom? Ça vous dérange qu'on soit dans votre grange? Une des enquêtrices a demandé à la présence de nous parler. Et en réponse, on a entendu une voix qui semblait dire « Pardon ». J'ai écouté certains des enregistrements de John et je dois avouer que c'était vraiment incroyable. Il y avait vraiment quelqu'un qui voulait nous signaler sa présence, puisqu'il nous parlait. J'ai compris qu'il devait y avoir plusieurs esprits dans la grange. Un de nos enquêteurs a dit « Nous savons que vous êtes là », puis a demandé à l'esprit de continuer à nous parler. Nous savons que vous êtes là. Dites quelque chose. Parlez-nous. Un murmure disait « Me voilà ». Ce n'était pas indistinct ni lointain, c'était très clair. Quand j'ai vu toute l'activité que nous étions capables d'enregistrer au travers des PVE, j'ai compris qu'il y avait une vraie présence dans la grange. Plusieurs d'entre nous ont été témoins d'un phénomène bizarre, en plus de ce que nous avons pu enregistrer en audio et en vidéo. J'en ai donc conclu qu'il s'agissait d'un vrai cas de hantise. Est-ce que c'était quelqu'un dont j'avais retrouvé la trace dans les archives qui était toujours coincé là? Et dans ce cas, pourquoi était-il toujours là? Je voulais des réponses. Les archives remontent jusqu'en 1760.
Il y a eu beaucoup de soldats qui ont séjourné là. Il y a eu beaucoup d'élevage aussi. Il y a eu, je pense, de nombreux morts dans la maison et sur le terrain. Tout ça pouvait avoir un rapport avec ce qui se passait. Sachant que la grange précédente avait brûlé et que j'avais vu quelque chose dans le fenil qui pouvait ressembler à une personne brûlée, tout était clair pour moi. Quelqu'un était peut-être mort dans l'incendie. Des vaches avaient pu y perdre la vie aussi, puisque c'était une ferme d'élevage. Si des vies avaient été perdues dans la grange, il était très possible que le bâtiment soit imprégné de leurs énergies. Ça aurait pu expliquer ce qui se passait. Je sais que si la grange venait à prendre feu, tous mes chevaux périraient. C'est horrible de penser à ces pauvres animaux piégés comme ça. John encourage Donna à poursuivre ses recherches dans l'espoir de trouver des indices sur l'origine de la hantise. En parcourant un livre d'histoire locale, j'ai appris qu'un fermier était bien mort dans la maison. J'ai interrogé les gens qui habitent la ville depuis longtemps. Ils m'ont appris que ce fermier avait été chassé de ses terres par la municipalité qui voulait y construire un barrage et avait été relogé dans ma maison contre son gré. Et puis à peine arrivé et installé ici, il était tombé malade et il était mort. Une personne de la ville nous a raconté qu'il était mort d'un cancer de la peau. Quand il est décédé, une partie de son visage était nécrosée et il était à peine reconnaissable. J'ai cru comprendre qu'il vivait seul ici et qu'il avait essayé de continuer à s'occuper des animaux malgré la maladie. Je me suis dit que c'était peut-être lui dont on avait entendu la voix sur les PVE. Ça me semblait logique qu'il hante ces terres puisque c'était sa dernière demeure. C'était là qu'étaient ses vaches. C'était toute sa vie. Pour moi, c'était clairement lui qui hantait la grange. C'est comme une invasion. Comme si quelqu'un pénétrait chez vous, sauf que vous ne voyez rien. Et vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher. Toujours en quête de réponse, la famille Santos tente de procéder à sa propre séance de PVE. Nous étions curieux de savoir si le fermier qui était mort ici avait quelque chose à nous dire. Par curiosité, Donna, Carrie et moi sommes montés dans le fenil. Nous y sommes restés un moment. Nous étions assis avec un enregistreur numérique dans l'espoir de capter des voix. L'air était particulièrement dense. Le fenil n'était pas aussi clair qu'il aurait dû l'être, alors que c'est un grand bâtiment. Nous nous sommes assis en cercle pour pouvoir nous surveiller les uns les autres. Nous avons lancé l'enregistrement et ma mère lui a demandé de nous faire signe. Ok, nous vous laissons une minute. Après environ 10 secondes, nous avons entendu un gros bang, bang, bang. J'arrête. Quelqu'un avait lancé quelque chose de dur dans le fenil, comme si l'objet avait touché le plafond, puis était tombé par terre et avait rebondi. J'arrête. On a très clairement entendu un bing, bing, bing. Ce n'était pas un caillou qui avait touché un mur avant de tomber par terre. C'était au contraire 3 bruits bien différents à 3 endroits différents. Mon Dieu! Qui a fait ça? C'est pas moi. Si, c'est toi, c'est forcément toi. Le caillou n'avait pas été jeté dans notre direction. Mais les bruits étaient assez proches et forts pour nous pousser à ne pas rester là. J'ai eu peur, très peur. Bob et Carrie ont paniqué. Ils se sont rués sur l'échelle. Moi, je suis allée vers l'endroit d'où provenait le son. Et j'ai trouvé une scorie. C'est la seule chose que j'ai trouvée dans la grange, alors j'ai supposé que c'était elle qui avait fait ce bruit. Il y avait quelque chose de totalement inexplicable. Ce n'était pas une plaisanterie ou quelque chose que quelqu'un faisait pour nous faire peur. Je n'ai pas dormi de la nuit après ça. J'entendais ce bruit en boucle dans ma tête. Je retournais le problème dans tous les sens. Pourquoi y avait-il eu 3 sons distincts?
Pour moi, ça a été une révélation. J'ai compris qu'il se passait vraiment quelque chose qui dépassait l'entendement, que rien ne pouvait l'expliquer ou le justifier. Une scorie n'avait pas pu traverser comme ça toute seule le fenil. Impossible. Je crois qu'il y avait effectivement des esprits là-bas. Vu les enregistrements de John et ce que j'avais entendu, pour moi, c'est ce qui a fait pencher la balance en faveur d'une explication paranormale. Alors que j'avais toujours été sceptique jusque-là, j'étais bien obligé de reconnaître qu'il se passait quelque chose. J'ai été soulagée que Bob reconnaisse enfin qu'il se passait quelque chose d'anormal dans cette maison, parce qu'il y avait vraiment des moments où je me demandais... Est-ce que je suis en train de devenir folle? Ça m'a fait plaisir de savoir qu'il me croyait enfin. C'était un peu le dernier bastion. Une fois qu'il l'a admis, j'ai été soulagée parce que nous étions enfin tous d'accord. Donna rappelle alors la Société paranormale du Connecticut du Nord-Ouest. L'équipe se rend de nouveau sur place, cette fois en compagnie de Tracy Shannon, une médium qui travaille souvent avec les animaux. Quand j'ai rencontré Donna, j'ai tout de suite vu qu'elle s'inquiétait pour ses chevaux. C'était frustrant et angoissant pour elle de savoir qu'il y avait énormément d'activités autour d'eux, mais qu'elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Quand je suis entrée dans la grange, avant même de voir les chevaux, j'ai tout de suite senti une lourdeur dans l'air. L'air était physiquement plus lourd parce qu'il contenait une énergie incroyablement intense. En entrant, j'ai tout de suite ressenti une présence dans un coin du box. Elle nous a dit qu'il y avait un homme dans le box avec elle et Amanda. Amanda avait sur elle un détecteur EMF, un appareil qui mesure les champs électromagnétiques. Des champs électromagnétiques élevés sont généralement considérés comme indiquant la présence d'un esprit. Le détecteur est monté dans le rouge. Ça ne se produit jamais. Elles étaient dans la grange depuis à peine quelques minutes quand elle a demandé à ce qu'on sorte. Nous sommes allés à l'extérieur et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'il y avait effectivement une présence dans la grange. Il y avait plusieurs esprits et ils voulaient partir. Nous devions les aider et c'était moi qu'ils voulaient pour les aider à passer dans l'au-delà. Je suis convaincue que les esprits qui sont coincés sur Terre, quoi que ce soit qui les retienne, s'ils se manifestent, c'est pour appeler à l'aide. Ils veulent pouvoir passer dans l'au-delà. J'ai expliqué à Donna que les esprits étaient attachés à elle et à la propriété et que pour cette raison, je trouvais sain que ce soit elle qui les aide à passer dans l'au-delà. Ils voulaient partir, mais c'était à elle de les libérer. J'ai dit d'accord, dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Elle m'a expliqué comment on fait traverser les esprits et comment s'ancrer dans le sol pour être protégé et ne pas prendre de risques. J'ai expliqué à Donna qu'il fallait en appeler à la lumière pour aider les esprits à trouver leur chemin. Pour la guider, Tracy demande à Donna de se représenter mentalement l'esprit qui hante la grange. Alors que nous démarrions la procédure, j'ai vu l'esprit. Un homme qui semblait avoir été très malade parce que c'est ce qui émanait de son énergie. Tracy a accompli un petit rituel avec lequel elle pense pouvoir aider les esprits à passer dans l'au-delà. Ce que je fais, c'est que je permets aux esprits de m'utiliser. Je fais office de canal dans lequel l'énergie peut circuler. La lumière est apparue et j'ai senti l'énergie qui s'élevait. Tout à coup, cette énergie s'est mise à tourner sur elle-même et de plus en plus vite. Je sentais que l'esprit était en train de passer dans l'au-delà. Et tout à coup, l'air est devenu plus léger parce que la présence avait disparu. Nous avons réussi à faire passer dans l'au-delà plusieurs esprits et tout à coup, les chevaux m'ont paru beaucoup plus calmes. Ça a tout changé pour eux que nous libérions ces énergies négatives. La grange n'est plus aussi sombre.
Ça fait plaisir de se dire que les chevaux vont enfin pouvoir vivre en paix et que les esprits, eux aussi, sont en paix. Pardon. Quatre mois plus tard, après tout ce qui s'est passé, je crois que Donna se sent enfin un peu plus à l'aise. Je pense que tout le temps où nous avons eu cette présence, elle essayait de nous dire qu'elle était là et nous ne comprenions pas. Pour moi, les choses ont empiré parce qu'elle commençait à être frustrée. À mon avis, celui qui déplaçait les chevaux, c'était le fermier pour me signaler sa présence. Je crois que ça lui plaisait de voir qu'il y avait de nouveau des animaux dans la grange après qu'elle ait été vide pendant longtemps. Il voulait juste nous dire qu'il était là, que c'était sa grange et que si nous devions y habiter, nous avions intérêt à bien nous en occuper. Parce que dès que nous avons admis qu'il y avait bien quelqu'un, l'activité a diminué. Je pense que ça va beaucoup mieux maintenant, d'après ce que me dit Donna. La grange est beaucoup plus calme. Les chevaux semblent plus tranquilles. Je vois une vraie différence.